Et j'ai trouvé Isabelle Passicos. Elius Heller. Il faut rire. Hein. Non, mais après, vous parlez à tout le monde. Hein. Alors, Claude? Oui, je vous vois, mais vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Il y a demande. Vous m'entendez ou pas? Moi, je vous entends. Attendez, je vais arrêter la vidéo. Vous m'entendez ou pas? J'ai vu Olivier. Ouais. Connexion Internet instable. Oui, Ah oui, ça prouve déjà que c'est instable. Hein. Donc, quand j'ai arrêté la vidéo, j'ai entendu, je vous ai vu. Ah bon. Aïe, 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 aïe. Ça n'a pas été enregistré, peut-être? Non, là, c'est un... Mais bonjour à tous, toutes et à tous. Merci d'éteindre caméra et micro afin de donc, désactiver le son. OK. Ah. Donc ça, OK. Pas de notes.
Bonjour. Donc ça c'est bon ça. Hein? Donc on a le sacré endroit ça. De à Nico à tout le monde. Il y a plein de gens chez eux, c'est ça? Ouais, bah oui, puisque c'est par. Je ne sais rien moi. Tu l'as le dossier? Vous l'avez le dossier? Activer. On n'a pas de. Activer. Là, il est activé. Et là, ça peut monter. Micro. Ça marche, mais on n'a pas l'audio. Alors, j'ai parlé tout à l'heure aussi, puis sans raisonner. Niveau d'entrée. Il fallait répondre si on s'entendait pas. C'est qu'on peut pas trop monter. Alors, et puis un autre truc. J'ai activé le son. Je n'ai pas de caméra. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez enlever le masque, peut-être. Ouais. Voilà, moi, je me décale. Allez-y, ça, vous êtes à micro-caméra. Tu veux monter le son. Vas-y. Pas dans ton image, hein. J'ai mis ça, mais peut-être on va l'arrêter ça. Et vous aurez le retour. Après, oui. Voilà, vous allez vous voir. Allez-y. Ah, il y a du monde là, à Lucmo. Eh oui, il y a du monde, Bonjour à tous et à toutes et à tous. Après avoir conduit une réunion en public il y a quelques dizaines de minutes à Pompéjac, à la salle des fêtes, on fait donc le deuxième volet de cette journée de rencontre avec, le public sous forme de vidéoconférence depuis le siège de la communauté de communes du Sud Gironde. Vous entendez tout ce que je dis, oui? Oui. Bien. Très bien, même avec geste. Je vous souhaite la bienvenue là, à la trentaine de personnes qui sont en ligne. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se greffer. Le but du jeu, c'est de rappeler qu'après un processus relativement long qui a démarré en 2015, on a travaillé, toutes les communes, les 37 communes, ont travaillé avec le cabinet Citadia, ici présent, qui va conduire la présentation, et puis les services de l'urbanisme de la CDC et un certain nombre d'autres intervenants. On a travaillé pendant 3 ans de façon groupée ou par commune ou par groupe de communes pour rédiger ce projet de PLU intercommunal qui répond aux exigences des différentes lois récentes, la dernière étant de 2015, la loi Allure, si je ne me trompe pas. Élan, oui. 2018. Et donc,
On arrive maintenant à la phase finale qui a été un peu perturbée, comme je le disais cet après-midi, par deux choses. Alors, une mauvaise, c'était la crise du Covid, de laquelle on n'est pas encore sorti. Et une bonne, en tout cas une normale, on va dire, c'était les élections de 2020, les nouvelles élections municipales, qui ont amené de nouvelles équipes, en tout cas environ 35 aux alentours de 35% de nouveaux élus. Donc, ce sont des gens qui n'avaient pas forcément de culture urbanistique et donc, pour lesquels on a demandé, avec le président Jérôme Guilhem, à ce qu'il y ait un peu plus de temps pour qu'elles s'accaparent les projets de leur commune. C'est pour ça qu'on a laissé le calendrier se poursuivre en septembre, octobre et même novembre pour que les communes puissent s'approprier leur projet de PLU, enfin le projet de PLUI, le règlement notamment, les cartes, et puis faire toutes les observations qu'elles voulaient et demander un certain nombre d'entre elles des modifications qui ont été apportées pour la plupart, à partir du moment où elles rentraient dans le cadre légal et dans le cadre de notre étude. On a donc, depuis l'approbation du projet politique en novembre, c'est-à-dire le plan d'aménagement et de développement durable, le PADD, on a peaufiné les opérations donc, de rédaction de ce PLU. Ça a commencé par le règlement, et puis après, pour chaque commune, les 8 à 10 cartes qui, selon la nouvelle formule, en tout cas la formule qu'on a retenue, 8 à 10 cartes qui permettent de fixer la réglementation en matière de hauteur de construction, de limites par rapport aux voiries, etc. Donc, on arrive maintenant dans la dernière ligne droite avec quelques petites modifications dans le calendrier, toujours dues à la difficulté de se rencontrer ou à un certain nombre de mises au point ou qu'on attendait de la part de services relativement aux capacités d'adduction d'eau et des choses comme celle-là. On pourrait y revenir. Donc, on est maintenant au point où on va bientôt lancer l'arrêt du PLUI, qui sera fait effectivement au deuxième trimestre. Alors, on n'a pas de date, on avait une date qu'on avait jetée sur le papier qui était le 29 mars, mais c'est trop court. On n'a pas le temps de recevoir notamment les observations qui nous intéressent des partenaires publics, des personnels publics associés, des personnes publiques associées. Donc voilà, le calendrier bouge un tout petit peu à la marge, mais le processus est dans sa dernière ligne droite et monsieur Pierre Albert de Citadia va vous présenter maintenant la situation générale où on en est concernant plus particulièrement la situation générale d'abord et ensuite un focus sur la communauté de communes, sur l'ancienne CDC de Villandreau. Enfin, en tout cas, les communes qui ont travaillé, ça ne correspond pas tout à fait à l'ancienne CDC. Voilà. Je vous laisse la parole, monsieur Ladel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents malgré. Alors, on va essayer de faire ça le plus vivant possible. Donc, je vous propose d'effectuer la présentation et dans le second temps, de placer aux questions et d'y répondre par rapport à vos questions. Donc, je vais partager sur vos écrans le support de présentation de la réunion publique. Donc, j'espère que voilà, ça fonctionne tout à fait. Donc, dans un premier temps, nous souhaitions vous rappeler l'objectif d'un PLUI. D'un PLUI, qu'est-ce que c'est ? Il ne faut pas oublier qu'un PLUI, c'est une démarche de projet de territoire. Hein. Derrière ce terme de plan local d'urbanisme intercommunal, il y a quand même l'idée de projet de territoire. Un projet de territoire en matière d'aménagement et développement durable du territoire sur une dizaine d'années, donc les 10 prochaines années, pouvant bien sûr faire l'objet d'évolution. Et c'est important, c'est de dire ce projet n'est pas figé. La loi le permet. On peut modifier, réviser, compléter en fonction de nouveaux projets et des souhaits des élus ce projet.
C'est un projet solidaire qui doit être en cohérence du développement de chaque commune. Donc, on a bien mis le terme de chaque commune parce que tout au long de la procédure, et c'était le souhait de la communauté de communes, l'ensemble des communes ont été associées et ont eu leur mot à leur dire. On est dans un PLUI, mais un PLUI, c'est bien un document qui évoque chaque commune et donc les particularismes aussi de chaque commune, les complémentarités dans la réponse aux besoins de l'ensemble de la population. C'est aussi un document qui permet une mutualisation des moyens et des compétences, qui permet d'avancer et réfléchir ensemble. C'est-à-dire qu'on fait un pas aussi en avant sur la façon de réfléchir l'aménagement du territoire de l'ensemble de la communauté de communes Sud-Gironde. C'est un projet, enfin, qui est bien sûr réglementaire. Donc, c'est un projet de réglementation des droits des sols où, in fine, chaque parcelle du territoire, public ou privé, va être chaque parcelle publique ou privée va avoir un droit va avoir une affectation des sols et donc on saura s'il est urbanisable, à urbaniser, urbanisation future, agricole ou naturelle et un règlement associé. Et in fine, ce projet réglementaire, il va remplacer tous les documents communaux en vigueur. C'est-à-dire que des communes étaient dotées déjà d'un PLU, d'autres d'une carte communale, et enfin, certaines n'avaient pas de document d'urbanisme, étaient au règlement national de l'urbanisme. Et donc, à une fois le document approuvé, toutes les communes auront un document semblable qui sera le PLUI et aura un document en vigueur. Enfin, ce document, il est aussi très utile pour avoir une référence pour l'instruction des autorisations d'urbanisme. Cette autorisation d'urbanisme qui est faite par la communauté de communes, on aura un document et donc le règlement est travaillé aussi avec ce service instructeur afin qu'il permette une instruction facilitée et sur l'ensemble du territoire. Ce PLUI, comme son nom l'indique, donc intercommunal, il va porter sur les 37 communes de la communauté de communes Sud-Gironde sur un territoire de 830 km² et de environ 40 000 habitants. C'est un document qui est constitué de 4 grandes étapes. Donc, la première étape a été, et c'est une étape essentielle, diagnostic de territoire, c'est savoir qui on est. Avant de se projeter, il faut être capable de dire où on en est le territoire en termes d'économie, d'habitat, de mobilité, d'environnement, d'équipement et d'où on vient aussi, afin de pouvoir se projeter, comme l'a expliqué M. Douès, dans un projet. Donc, le terme technique, c'est PADD, projet d'aménagement et de développement durable. De mon côté, je préfère parler de projet politique parce que c'est bien un projet politique porté par les élus qui doit définir une stratégie des objectifs de développement pour l'ensemble du territoire, avec bien sûr des particularismes aussi, et toujours pareil, on n'est pas un territoire, on est un territoire important, grand par la surface et par le nombre de communes, et donc un territoire aussi avec des particularités fortes. Et enfin, en troisième, on a une traduction réglementaire, donc à partir de ce projet, on a traduit le PLUI donc, par des règles communes. Donc des règles communes d'urbanisme applicables aux autorisations de construire par type de zone, qu'elles soient urbaines, naturelles, agricoles ou urbanisées. Donc ce travail réglementaire qui touche à sa fin va permettre d'arriver à la validation du projet. Donc on parle de validation, donc le terme technique c'est l'arrêt du projet. Ça veut dire que les élus sont d'accord sur le contenu des études et sont prêts à mettre le document à la consultation des personnes publiques associées et à l'enquête publique et arriver in fine à l'approbation du document, donc que le document soit exécutoire. Alors, un petit aparté sur qu'est-ce que c'est ces fameuses personnes publiques associées. Les personnes publiques associées, ce sont les consulaires, donc chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers, la DDTM, donc ex-DDE, le conseil départemental, le conseil régional, les syndicats viticoles, donc tous ces partenaires parapublics thématiques qui vont donner un avis sur le document en fonction des thématiques qu'ils portent. Donc, bien sûr, par exemple, si on prend les syndicats viticoles, vont regarder de près quel est l'impact du document sur la filière viticole et donner des remarques qui, in fine, seront arbitrées avec les élus entre la phase arrêt et approbation. Donc, comme on vous l'a dit,
un moment fort d'un PLUI, c'est le projet. Donc, c'est le PADD, c'est le projet d'aménagement et de développement durable, constitué de plusieurs axes. Donc, bien sûr, là, on a fait un résumé rapide de ce qu'était le PADD. Le PADD, c'est un document, c'est la clé de voûte, c'est du PLUI. C'est un document cadre qui vise à répondre aux besoins exprimés d'un diagnostic. Donc, c'est à partir du diagnostic, donc de l'état des lieux, les élus se sont réunis plusieurs fois, ont travaillé ensemble sur des ateliers thématiques et pour exprimer vers où aller, où va le territoire. Et ce document cadre, c'est un document d'orientation stratégique qui va définir les choix de la collectivité en matière d'urbanisme, d'aménagement et de protection de l'environnement. Vous avez vu à l'écran, vous voyez, il y a de nombreuses thématiques qui doivent être traitées. Alors, bien sûr, la question de l'habitat, des formes urbaines, des mobilités, mais aussi du climat et de l'énergie, du développement économique, des paysages, la question des continuités écologiques, du commerce, de l'agriculture, des équipements, de la lutte contre l'étalement urbain avec des objectifs chiffrés et de modération de consommation d'espace. Alors, qu'est-ce que la modération de consommation d'espace? C'est-à-dire que la loi impose à toute collectivité dans son document d'urbanisme d'avoir un bilan de combien d'espaces agricoles, naturels et forestiers ont été consommés par l'artificialisation, donc que ce soit l'habitat, l'économie, les équipements, et s'engager dans un processus de modération, c'est se dire je sais que j'ai consommé tant d'espace, je m'engage à en consommer moins avec tel outil. Et donc, bien sûr, les élus du Gironde ont eu à réfléchir, on vous verra derrière qu'en traduction réglementaire, c'est quelque chose qui est probant, notamment sur la capacité du territoire à construire plus sur les espaces déjà urbanisés que sur les extensions. 3 grands axes du PADD, pour résumer ce PADD. Bien sûr, le document est beaucoup plus important. Un premier axe qui fait sens, c'est de garantir un cadre de vie de qualité, c'est-à-dire qu'on vit bien vivre en Sud-Gironde. Un axe 2 qui est la question du développement de l'économie locale. L'économie locale, c'est toutes les économies du territoire. C'est aussi se dire qu'il ne faut pas seulement vivre en Sud-Gironde, mais il faut pouvoir travailler aussi en Sud-Gironde afin de doter le territoire d'une économie et de ne pas être forcément obligé de partir du territoire pour trouver l'économie. C'est aussi enfin un axe 3 qui est de protéger les ressources naturelles qui sont très importantes, et notamment dans votre secteur, quand on y va, il suffit de se balader pour voir l'importance des ressources naturelles qui sont vecteurs d'un cadre de vie de qualité et qui sont aussi support de la valorisation touristique du territoire, parce que c'est un des points importants que les élus ont souhaité aussi mettre en avant, c'est l'idée de se dire il faut aller vers accentuer l'économie touristique du territoire, et c'est un des facteurs d'attractivité du territoire. Alors, une fois qu'on a parlé de ce projet, alors certes très rapidement, on est passé dans la phase de la traduction réglementaire. Alors, la traduction réglementaire, elle s'appuie sur différents outils de traduction réglementaire. C'est la 3e étape du PLUI. Donc, les outils, bien sûr, c'est le règlement graphique, celui que vous connaissez. C'est le plan où on va retrouver pour chaque parcelle, et chaque parcelle avec une affectation en termes de droit des sols. On a aussi un règlement écrit, donc, où, en fonction de la parcelle, on va savoir ce qui se passe. Et enfin, on a des secteurs en jeu. Donc, ces secteurs en jeu, c'est les secteurs de développement futur. Donc, c'est tout ce qui va être zones à urbaniser. Donc, c'est les extensions, pour faire très simplement, même s'il y a aussi des secteurs en jeu en zone urbaine qui sont moins importantes, mais qui existent sur les zones les plus urbaines. On a ce qu'on appelle des orientations d'aménagement et de programmation, des OAP. Ces OAP, elles sont obligatoires sur ces secteurs, on y reviendra. Et elles ont un objectif, c'est de définir un projet pour ces secteurs de développement futur. Le plan de zonage du règlement graphique, il est constitué de 4 types de zones. Donc là, on a essayé de vous le schématiser assez simplement afin de comprendre. On a bien sûr la zone urbaine. Alors, en fonction des territoires, les différentes zones sont plus ou moins importantes. Donc, la zone urbaine, qui est déjà construite pour de l'habitat, des équipements publics, voire des activités économiques, et où les nouvelles constructions seront autorisées en fonction de leur destination. En fonction du territoire de qui on aura la capacité en zone urbaine d'avoir de l'habitat, de l'économie, de l'artisanat, ou de n'avoir que de l'habitat, éventuellement. Ensuite, on a des zones à urbaniser, des zones AU, donc à urbaniser, qui sont au sein ou en continuité immédiate des zones habitées, destinées à être aménagées dans un futur plus ou moins proche. On a un 3e type, qui est bien sûr les zones agricoles, très importantes sur le territoire, dédiées à l'activité agricole en raison de leur potentiel agronomique, biologique et économique. Et enfin, des zones naturelles qui sont aussi sur votre secteur très, très présentes,
qui sont voués à être protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt écologique. On verra qu'en fonction du type de zone, on a des possibilités d'urbanisation qui sont réduites ou au contraire qui sont privilégiées et des règles différentes. Alors, une des nouveautés, c'est la volonté des élus de s'inscrire dans la nouvelle formule du Code de l'urbanisme. Et c'est-à-dire une nouvelle formule, elle amène, alors vous avez peut-être connu dans vos PLU, des règlements écrits qui n'étaient qu'écrits. Donc tout était, alors chaque parcelle, et puis derrière, on devait lire un règlement qui était parfois très épais, plusieurs volumes. Et donc là, on a fait le choix, et donc plutôt les élus ont fait le choix de travailler avec un règlement graphique qui comprend également des plans thématiques. Donc, en appui des règles de la parcelle, savoir quel type, si on est en zone U, si on est en zone AU, N ou A, on a aussi pour chaque parcelle des éléments, des plans associés, et je vous montrerai après des exemples qui vont permettre de comprendre quels sont les éléments de patrimoine à conserver, quels types de constructions sont autorisés et interdits. Est-ce que la parcelle est concernée par des risques ou des nuisances? Comment on doit s'implanter par rapport à s'implanter en construction sur la parcelle? Est-ce que le projet doit-il prendre en compte des éléments de la trame verte et bleue, des continuités écologiques? On reviendra dessus après. Et quelle est la hauteur ou quelle est l'emprise pour la construction? Donc, très simplement, pour vous donner un exemple, alors c'est des plans qui sont bien sûr tirés d'un secteur et ils n'ont pas vocation à donner un exemple sur une de vos communes, ce n'est pas ça l'objet. On a un premier plan thématique qui est le plan qui va permettre de voir, par exemple, sur une des parcelles, une des parcelles orange, on sait qu'on est dans une mixité des fonctions sommaires, donc on peut avoir de l'habitat, de l'artisanat, de la restauration, des activités de service, hébergement, hôtelier, touristique. A contrario, dans les zones jaunes, les parcelles qui sont situées en jaune, on est des secteurs à vocation résidentielle dominante. On peut avoir de l'habitat, puis des activités de service de faible importance. Donc, on va avoir actuellement une boulangerie, des choses comme ça. Tout ça, toutes les parcelles de l'ensemble de la communauté de communes et de l'ensemble des communes de celles-ci ont donc des cartes thématiques comme ça qui vont permettre une lecture beaucoup plus simplifiée de ce qu'on a droit de faire et pas droit de faire sur une parcelle. On a aussi la question des implantations des constructions par rapport aux voies. Donc, on voit très clairement que là, est-ce qu'on peut construire à l'alignement? Est-ce qu'on peut être sur une implantation libre? Est-ce qu'on doit être en retrait de 3 mètres, etc. Donc, tout ça, l'objectif qu'on a eu avec les élus, c'est une simplification et une lecture beaucoup plus aisée par chacun de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Pareil pour l'emprise au sol des constructions. Pareil sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, par rapport aux hauteurs des constructions. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout réglementer par rapport à une règle graphique, donc il reste une partie de règlement écrit qui va venir compléter et affiner tous ces plans. Mais grâce aux plans thématiques, on a déjà une très bonne vision de ce qu'on peut faire et ne pas faire sur un territoire. On a aussi, dans le biais de ce travail réglementaire, on a la question de la trame verte et bleue et du paysage naturel. Alors, qu'est-ce que c'est la trame verte et bleue? La trame verte et bleue, c'est celui, si on va simplifier tout ça, ça va être les corridors écologiques du territoire. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé, à part ceux qui connaissent. Donc, en fait, on va prendre un peu un analogisme. Nous, on peut prendre une route et à un moment, la route, elle se termine. Donc, à ce moment-là, vous êtes obligé de laisser ta voiture, de finir soit à pied, soit de faire demi-tour ou de changer de route. Donc, vous ne pouvez pas aller d'un point A à un point B directement si cette route n'existe pas. Et donc, on s'est aperçu il y a quelques années, donc au début des années 2000, que pour les espèces à la fois animales, la faune et la flore, et aquatiques, c'était un peu la même chose. C'est qu'à des moments, il y avait des ruptures de continuité. C'est-à-dire qu'il y avait des animaux qui avaient des habitudes de passage, ils ne pouvaient plus passer d'un point A à un point B, parce qu'il y avait une rupture de continuité écologique. Et donc, la loi a demandé à l'ensemble des territoires de définir où étaient ces continuités écologiques, quel était leur état et quelle était celle à restaurer en fonction de leur importance. Par exemple, vous avez vu ces dernières années se multiplier les passages sur les autoroutes pour la faune. On a des passes à poissons sur les rivières. Bon, ça, c'est les exemples les plus marquants, mais c'est la même chose sur vos territoires. C'est se dire, éventuellement, s'il y a une forêt qui est un corridor écologique, ou un boisement, on va le préserver, on va éviter de construire au milieu ou de le couper parce que du coup, la continuité pour les animaux, elle sera perdue et éventuellement, ça peut mettre en danger certaines espèces. Donc, tout ça,
une fois qu'on a eu ce travail très technique fait par des environnementalistes, on a une carte qui nous permet de voir où se situe cette trame verte et bleue. Et donc, au regard du caractère remarquable des éléments de ce patrimoine écologique, 5 types de protection sont mis en œuvre. Donc, il y a des réservoirs de biodiversité majeurs. Et en fonction de tout cela, on peut avoir des classements automatiquement en zone agricole naturelle, des inconstructibilités. Les réservoirs de biodiversité complémentaires, on va avoir des éléments de protection par les arbres. Les corridors écologiques terrestres en zone agricole, on va, pareil, protéger les arbres dans les espaces agricoles, donc veiller à ce que les haies, par exemple, restent aussi existantes. Les abords des cours d'eau, des bandes de tampons éco-constructibles pour préserver ces cours d'eau, plus répulsives. Les zones humides, inconstructibilité, et ça c'est un gros chantier sur votre territoire et même sur la partie sud-Gironde, on va dire. On a une inconstructibilité globale sur ces zones humides, plus interdiction de remblayer et drainer. Donc on sait, les élus ont pris toutes ces informations. Alors pourquoi je vous en parle longuement? Parce que c'est important, parce que ça montre aussi toute l'importance et tout le renouveau que l'on a dans la façon dont on a imaginé les nouvelles zones à urbaniser par rapport à comment ça se faisait par le passé sur les choix. Donc les choix ont vraiment pris en compte l'environnement. Et on a aussi utilisé d'autres outils de protection des ensembles ou éléments d'intérêt paysager. Par exemple, il y a eu des ensembles paysagers pour leur caractère remarquable, des panoramas, des fonds de vallée, des sites inscrits, des proximités des sites architecturaux, des ceintures naturelles de bourgs ou de hameaux patrimoniaux ont été protégés. Tout travail a été fait finement avec chaque élu de chaque commune. Des arbres isolés, des alignements d'arbres et de haies, des bosquets, des boisements, des pas remarquables. Tout cela a été identifié dans le document et fait l'objet de prescriptions spécifiques pour veiller à leur protection et parce que c'est des éléments très importants du cadre de vie du territoire. Et donc derrière, on a une nouvelle fois des cartographies qui vont venir localiser précisément et qui vont aussi, du coup, avoir des conséquences par rapport aux constructions à proximité et aussi par rapport à la préservation, l'engagement du territoire de préserver ces éléments remarquables. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur les orientations d'aménagement et de programmation. Alors, elles sont très importantes parce que tous les secteurs à urbaniser vont avoir, il y a l'obligation de faire une orientation d'aménagement et de programmation. Alors, ces OAP, elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restaurer ou aménager des secteurs nécessitant une approche d'ensemble. Alors, l'idée, c'est de construire un projet d'aménagement et ce projet, et vous verrez juste après, que c'est un projet, alors ce n'est pas un projet qui est conforme, c'est une question de compatibilité, c'est l'esprit. Donc vous voyez sur le schéma le dessin, on pourrait très bien avoir un trait qui se situe un peu plus dans le projet définitif à l'ouest ou à l'est, tout en restant dans l'esprit, en expliquant pourquoi. Donc après, on va avoir des informations sur le nombre minimum de constructions qu'on peut avoir, sur la surface, etc. On va y revenir. Ces orientations d'aménagement et de programmation, en fonction de qui on est, elles vont avoir des conséquences différentes. Déjà, si vous êtes propriétaire sur un de ces sites concernés par un espace à urbaniser, parce que, comme on l'a dit avant, le territoire, tous les espaces urbanisés n'ont pas été choisis en fonction qu'ils étaient privés au public. Il y a des fois des espaces qui appartiennent à une collectivité, donc c'est un aménagement public, mais il y a aussi des espaces qui appartiennent avec des parcelles privées. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous êtes propriétaire, vous avez le droit de conserver votre terrain à l'état si vous le souhaitez. Aucune obligation de construire. Ce n'est pas parce qu'il y a un schéma d'OAP sur votre secteur que la construction est obligatoire. Vous pouvez également construire ou déposer un permis d'aménager. Alors, comme on est dans une opération d'ensemble, c'est l'ensemble, on ne peut pas diviser par lot, par permis, par maison, la construction. Donc, la construction, elle se fait par rapport à un permis d'aménager, donc un permis d'ensemble. Il faut que, bien sûr, ce permis soit compatible avec les principes d'aménagement décrits dans l'OAP. Ces principes, ils aideront à optimiser l'organisation de la parcelle en prenant en compte les caractéristiques du site. Alors, bien sûr, il va de soi que c'est une demande qui est faite aux particuliers et qu'il y aura la possibilité d'être accompagné par les services de la CDC ou le CAUE ou des architectes conseils ou autres personnes possibles. Ensuite, on a le cas que ce que vous ne pouvez pas faire en tant que propriétaire. Vous ne pouvez pas construire ou aménager votre parcelle sur la base d'un projet qui ne respecte pas les principes d'aménagement décrits dans l'OAP. Il y a un principe où vous êtes obligé d'être dans la compatibilité avec le projet.
Donc, il y a un travail à faire. Vous n'êtes pas libre de le faire n'importe comment, entre guillemets. En fait, après, il peut se trouver que vous êtes riverain de ce secteur d'OAP. Donc, vous pouvez avoir un nouveau. Vous êtes en fin de zone urbanisée. À proximité de votre habitation, va avoir un nouveau secteur d'aménagement, une OAP. Alors, l'OAP, le secteur d'aménagement, ne signifie pas que le secteur va être construit immédiatement. On a un nombre important, vous allez voir, de secteurs d'aménagement sur le territoire, 65, pour être exact, sur l'habitat. Ces 65 secteurs ne vont pas être construits d'un coup de cuillère à peau. Il va falloir attendre un peu et en fonction des réalités territoriales, en fonction de la pression foncière, des secteurs vont mettre quelques années et de la volonté communale aussi, vont mettre sûrement quelques années à sortir. Je rappelle qu'on est sur un document à horizon de 10 ans. Elles affichent aussi un cadre défini par la collectivité si ce site doit être construit. Donc, vous aurez à même de voir le projet qui va être construit à proximité de chez vous. Enfin, l'OAP peut également imposer, c'est le cas dans certains secteurs, des plantations de haies pour travailler la frange entre le secteur déjà construit et le nouveau. Donc, tout cela, c'est des choses que vous pourrez voir dans le document arrêté. In fine, si on fait le bilan des secteurs d'orientation d'aménagement d'habitat, il en existe aussi économique, c'est la diapositive suivante. Il y a 65 secteurs sur l'ensemble de la communauté de communes. 14 de ces secteurs sont dans des zones urbanisées, c'est-à-dire que c'est des gros espaces libres actuellement qu'on va appeler dents creuses, grosso modo. On peut dire que c'est des molaires même, parce qu'on est à plus de 2 hectares, donc c'est chaque fois que plus de 2 hectares, et ça c'est un choix fort parce que la loi ne l'impose pas, c'est un choix fort des élus de dire chaque fois qu'on est à plus de 2 hectares, on va faire une OAP parce que ce secteur est très structurant et va amener notamment des modifications importantes dans l'aménagement de nos bourgs ou de nos villes. On a ensuite 50 secteurs qui sont en zone AU. C'est des secteurs qui, eux, sont en extension, donc des nouveaux secteurs urbanisés. Et il est important de signaler que toutes les communes du territoire n'ont pas une OAP. Certaines n'avaient pas vocation ou n'ont pas de volonté de développer de l'extension. Ils voulaient travailler simplement sur leur partie déjà urbanisée. Et donc, ces communes n'ont pas d'OAP, mais donc on a 50, donc ça veut dire que d'autres, au contraire, en ont plusieurs. Et donc, vous avez une carte de répartition de l'ensemble des OAP sur le territoire. Et enfin, il faut se dire que, in fine, grâce à minima, on pourra réaliser, si toutes les OAP se font, 1254 logements, dont 242 dans les OAP en zone urbanisée et 1012 dans celles à urbaniser. En complément de ces zones économiques, de ces zones habitat, il y a des OAP économiques. On en a 7 sur le territoire. 8 qui sont en 1 AU. Alors, quelle est la distinction entre le 1 AU et le 2 AU? C'est assez simple, c'est que le 1 AU, ça veut dire que la zone est équipée et on peut l'urbaniser. Le 2 AU, c'est une zone qui est indiquée, donc qui est une réserve, mais qu'on ne pourra pas urbaniser tant qu'il n'y aura pas une mise à jour des réseaux. Donc, il y a des problèmes de réseau. Donc, ces 2 zones AU, elles sont sur Langon. C'est l'extension du parc de Mazères, en allant vers Langon quand on vient de Bazas, quand vous venez de votre territoire, et une autre zone qui est entre Fargues et Langon. Ensuite, on a 8 zones à urbaniser, à Fargues, Toulaine, Langon, Le Pian et Préchac qui est sur votre partie de territoire. Enfin, on a une OAP tourisme, donc le domaine départemental touristique de Hostens, donc où là, il y a une grosse volonté du département de réaménager le domaine, et donc on a travaillé avec eux sur une OAP. Et enfin, une OAP sectorielle à Mazères, qui est une OAP multithématique. Donc, une fois présentés ces principes d'aménagement, il est important de montrer, in fine, qu'est-ce qu'on va produire comme logement sur le territoire et après faire un zoom sur votre partie de territoire. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que le projet qui a été travaillé avec les élus, on est sur une répartition de logements qui change la donne par rapport à ce qui s'est passé avant. Globalement, on a, si on prend les chiffres, environ 2274 logements à produire sur 10 ans, ça fait 227 logements par an en moyenne. Mais au-delà des chiffres, des 1076 logements en extension et des 1878 dans les enveloppes urbaines, et plus les 120 de logements vacants,
Ce qui est intéressant à retenir, c'est que 47% des logements à produire seront en extension, donc moins d'un logement sur deux sera en extension, ce qui n'était pas du tout la norme du territoire avant. Et 53% des logements, donc plus d'un logement sur deux, se fera dans les enveloppes urbaines, dans des espaces déjà urbains, en intensification, c'est-à-dire à la fois sur des dents creuses, à la fois donc c'est sur ces zones urbaines, urbaines importantes où il y aura des OAP, mais aussi sur les logements vacants, la reconquête de logements vacants, qui est une priorité importante. Il y a des logements vacants qui existent sur l'ensemble des communes avec des taux approchant 8 à 10%, et il est important de se donner un objectif de retravailler ces logements au risque à terme de les voir devenir insalubres et dangereux. Et ensuite, on a aussi, donc, in fine, on arrive à 53%. Donc, je le répète, plus de 5 logements sur 10 seront construits dans les espaces déjà urbanisés. On a été aussi, le choix a été fait du territoire, et c'est important, de se doter d'une armature urbaine plus proche des réalités locales. Le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, qui est le document qui est au-dessus du PLUI, donc qui est un document qui travaille à l'échelle de plusieurs comités de communes, donc la CDC Sud-Gironde, celle de la Réole, celle de Bazadé, celle de Confluence, donc a donné une vision pour elle quelle était l'armature urbaine. Donc une armature urbaine, c'est quoi? C'est on va dire, une hiérarchie des communes en fonction de leur rôle et de leur équipement et services. Donc là, il a été fait le choix en travaillant avec les élus du Sud-Gironde de se dire il faut qu'on arrive à coller à plus aux réalités locales et avoir une armature urbaine plus précise, et notamment l'introduction d'un niveau supérieur qui est le niveau 3, qui est le pôle intermédiaire, qui n'existait pas au niveau du SCOT, mais qui est une réalité locale parce qu'on a en fait 5 niveaux de communes, les communes pôles qui sont les communes de Langon et Toulaine, les communes pôle relais, donc qui sont les communes importantes qui ont un niveau de service important et de commerce. Et ensuite, on a les communes intermédiaires qui ont un niveau un peu moins. Enfin, les communes de proximité qui ont un niveau de service d'ultra-proximité, ça va être un boulanger, un service vraiment de proximité. Et enfin, les communes rurales qui, elles, n'ont pas de service, mais qui, au lieu, à l'exception, bien sûr, des services publics que sont la mairie ou ce type de service, mais pas de commerce non plus, et qui vont aller à proximité qui vont aller sur les communes des pôles de proximité. Pardon. À partir de cela, ce fameux schéma de cohérence territoriale qui doit être, où le PLUI doit être compatible avec celui-ci, il donne une vision sur ces répartitions. Et donc, bien sûr, cette vision a été reprise pour partie par le PLUI, mais a été aussi une nouvelle fois amendée en fonction des réalités territoriales. Et donc, notamment, le renforcement des 2 niveaux inférieurs qui sont les pôles de proximité et les communes rurales, où le nombre de logements est un peu plus important que ce que prévoyait le SCOT, qui s'explique par la difficulté sur les pôles relais, notamment sur les communes comme type Saint-Macaire à proximité de la Garonne, en fonction du risque très important d'inondation, de pouvoir se développer aussi fortement que le prévoyait le SCOT. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, dans l'objectif de la loi, l'idée de se dire il faut que le territoire s'engage sur une consommation d'espace plus vertueuse, ou du moins par rapport à ce qui s'était passé. Donc là, un travail a été fait fin pour connaître quelle a été la consommation d'espace sur la période 2008-2018. Donc le territoire avait consommé 378 hectares d'artificialisation globalement, avec 267 hectares pour l'habitat et 111 pour les activités. Donc, à partir de cette base, on a travaillé avec les élus en disant il faut qu'on arrive à atteindre les objectifs de développement, donc ces fameux plus de 2000 logements et les activités, tout en veillant à consommer moins d'espace que ce qui s'était passé dans les 10 ans d'avant. Et donc, ce travail a été fait, et in fine, le SCOT prévoit de consommer 137,77, alors c'est précis, hectares en extension pure, dont 102 pour l'habitat et 53,85 pour l'économie, avec, comme je vous le rappelle, des zones qui sont bloquées, donc une partie d'économie, donc 16 hectares, où ne peuvent pas être développés tant que les réseaux ne sont pas mis à niveau. Tout ce travail de choix des secteurs d'aménagement, il s'est fait aussi en fonction
de l'évaluation environnementale. Donc, la loi nous dit, est assez claire là-dessus, la loi demande d'avoir dans le diagnostic déjà un travail environnemental important, d'avoir une connaissance de l'environnement, de l'environnement de territoire, donc de toutes les thématiques de l'environnement, de savoir où on en est sur le territoire en termes d'eau, d'assainissement, de faune et de flore, de déchets. Tous ces sujets-là ont été traités. Et à partir de là, la loi dit, dans votre projet, il va falloir l'évaluer, faire une évaluation environnementale, regarder quel va être l'impact du projet sur cet environnement que vous venez de nous décrire. Et donc, le choix a été fait, choix fort des élus, c'est de dire on ne va pas attendre de choisir des secteurs de projet pour voir s'ils ont un impact environnement, mais on va devoir voir avec l'environnement où il ne faut surtout pas aller. Et donc, on a travaillé, donc le bureau environnement a travaillé sur un cadrage préalable qui est l'identification des zones à enjeux environnementaux qu'il convient d'éviter. Donc, vous voyez, c'est assez simple, hein, c'est qu'on a travaillé à partir des données cartographiques, on a hiérarchisé, on a pondéré en fonction de la biodiversité, des risques, des paysages de l'eau, et cela permet de donner une cartographie avec des enjeux environnementaux forts et moyens. Sachant que l'idée, quand c'est fort, au maximum, il faut l'éviter. Et donc, vous voyez, ce travail est assez précis, car on l'a décliné de manière illustrative sur une commune, avec, en fonction des choix demandés, des secteurs qui sont à éviter et d'autres qui sont à étudier. Donc, cette analyse environnementale a permis de donner des notes. Chaque secteur a donné des notes. Et une des grosses spécificités de ce travail qu'on a fait sur ce PLUI, sur les secteurs d'OAP, donc des secteurs urbanisés, c'est que l'ensemble de ces secteurs ont fait l'objet d'un passage environnemental. C'est-à-dire qu'un spécialiste de la faune et de la flore a été visité plusieurs fois dans l'année ces secteurs afin de nous sortir une cartographie. Alors là, on vous a donné une cartographie à titre informatif, de dire, d'influencer le schéma d'aménagement et de dire, il y a des espaces et par exemple, on a redessiné des zones d'aménagement en évitant des zones humides, en évitant des bosquets remarquables, etc. Donc, il y a eu des choix forts qui étaient au maximum d'éviter. On a au maximum évité l'environnement afin d'avoir un document et un impact environnemental dans l'évaluation environnementale la moindre possible. Sur votre secteur, si on fait un zoom sur votre secteur, des grands chiffres qu'on peut retenir du secteur. Donc, le secteur du bassin de proximité de Villandreau, comme l'a dit M. Louens, on n'est pas exactement sur l'ancienne communauté de communes, on n'est pas loin, ça se joue à quelques communes, mais on a un bassin de proximité qui a été travaillé lors du diagnostic qui était fait par rapport aux relations des communes vis-à-vis des polarités. Donc, on a un bassin de proximité qui est de 8 communes avec 2 pôles relais, Noyant, Villandreau, un pôle intermédiaire, Préchac, 4 pôles de proximité, Casalis, Léojade, Lugmont et Uzeste, et une commune rurale, la grande commune de Pompéjac. Ensuite, les chiffres clés du bassin de proximité de Villandreau. Qu'est-ce que prévoit le PLUI pour ce bassin de vie? Alors, bien sûr, la déclinaison se fait en fonction des capacités d'accueillir la commune de la population et en face des projets aussi, ça a été travaillé par rapport aux projets des élus. Donc, 417 logements à produire, c'est environ 19%. Alors, ça fait presque un logement sur 5 de la communauté de communes. Ça fait environ 242 logements par an entre 2020 et 2030. 246 logements en extension urbaine, 19 logements vacants à conquérir, 150. Alors, je rappelle, c'est sur les 8 communes. Et chaque commune, en fonction de sa taille, va avoir des objectifs différents. On a bien sûr aussi des orientations d'aménagement d'habitat, des OAP. On en a une en zone U, sur le secteur de la commune de Villandreau. C'est la seule commune qui en a une en zone U. Et 10 autres OAP en zone AU. Donc, toutes les communes ont au moins une OAP. Et ça permettra de réaliser 252 logements. Donc, 6 logements dans la zone U sur la commune de Villandreau et 246 en zone 2AU. On a aussi une orientation d'aménagement et de programmation économique donc, qui est sur la commune de Préchac. Enfin, on a aussi des STECAL. Alors, c'est quoi les STECAL? C'est des secteurs... J'ai perdu le nom. Secteurs de taille et de capacité limitée. Merci, monsieur Douès. Alors, le STECAL, c'est quoi? C'est-à-dire que de manière générique, on n'a pas le droit de construire en zone agricole et naturelle. Sauf exception,
est dérogatoire. Et une des exceptions dérogatoires, c'est le STECAL. Ce sont des secteurs délimités qui sont au sein de ces zones inconstructibles qui permettent certaines constructions et installations en fonction du règlement qu'on y adjoint et qui peuvent être édifiées de manière dérogatoire. Alors, bien sûr, ces STECAL, ils ont vocation à être limités en nombre et chaque STECAL a fait l'objet d'un travail fin avec les communes, à la fois sur sa délimitation, sur son objet et sur sa délimitation. Et au total, on a 7 STECAL sur le bassin de proximité de Villandreau. Donc, ce qui ramène, une nouvelle fois, quand on voit ce qui se faisait avant, c'est un travail fin qui a été fait avec les élus. Enfin, il y a un autre champ de construction possible sur les zones agricoles, c'est le changement de destination. Donc là aussi, un travail fin a été fait avec les élus pour savoir quels étaient les bâtiments non plus exploités par l'agriculture qui pouvaient, et qu'on acceptait éventuellement, qui pouvaient faire l'objet d'un changement de destination en habitat. Alors, une nouvelle fois, c'est dérogatoire et donc c'est limité. On ne peut pas se permettre que tous les bâtiments abandonnés par l'agriculture puissent éventuellement passer en habitat parce qu'on revient à faire ce que la loi ne veut pas, de l'étalement urbain. Donc, à l'arrivée, ce travail fin a été fait avec les élus. Une soixantaine ont été repérés sur tout le territoire et ils ont été repérés notamment en fonction de leur caractère remarquable et du fait qu'ils ne posaient pas de nuisance à l'agriculture. Donc, c'était un autre moyen aussi de faire de l'urbanisation dérogatoire. Et enfin, dans les zones A et N, pour les personnes qui y vivent, qui ont déjà une habitation, donc ça peut arriver que leur parcelle soit placée en A et N, bien qu'il y ait une maison d'habitation, il sera possible, avec certaines limites, des extensions, de travailler aussi sur différentes formes d'extension de leur maison, bien sûr de manière limitée, mais il est possible donc de laisser vivre ces espaces-là. Et pour finir, les prochaines étapes, avant de passer et de vous donner la parole, et maintenant, on va arrêter deuxième trimestre 2021 le document. Il va s'en suivre une consultation de toutes les communes qui vont donner leur avis sur le document. 3 mois de consultation des personnes publiques associées, donc ces fameux partenaires qui vont donner un avis en fonction de leur thématique sur le document. Une enquête publique, 1 à 2 mois. Alors, cette enquête publique, elle est importante parce que c'est elle qui va aussi, vous allez avoir la parole. Donc, vous, en tant que citoyen, personne morale, vous avez la capacité de donner votre avis à l'enquête publique. Alors, de différentes façons. Il y aura bien sûr une adresse mail sur le site de la communauté de communes. Il y aura des permanences et des permanences avec un commissaire enquêteur qui sera là pour prendre en compte vos remarques. Et donc, nous, une fois que cette enquête publique sera finie, le commissaire enquêteur nous fera un rapport et nous demandera d'amener des réponses donc, à vos questions. Pas idem sur les consultations des personnes publiques associées. Et donc, il sera décidé avec les élus de modifier ou pas le document en fonction des remarques. Et donc, en deuxième trimestre 2022, le PLUI définitif sera approuvé et donc deviendra exécutoire sur l'ensemble des 37 communes de la communauté de communes. Et j'en ai fini et je dis, la parole est à vous. Alors oui, il vous faut rallumer les micros avant de parler. Ma présentation était trop claire ? Ah, attendez, j'ai des conversations. Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Ah, nous avons des bonjours. Merci pour vos bonjours, je viens de les voir. Non, bonsoir. Merci pour la présentation. Elle est en effet très claire. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, alors c'est vrai que le format n'est pas le plus convivial, mais on commence à s'y adapter malheureusement en ces temps de Covid. Et je sais pas, vous m'entendez ? Je vois qu'il y a une conversation. Alors, Monsieur Garnier, est-ce que Monsieur Garnier voulait bien poser votre question peut-être de manière orale ? Ça serait où je la lis ? Moi, je vais lire la question donc, de Monsieur Garnier. Pas de micro, oui, donc je vais la lire du coup. Merci de le préciser. Les surfaces d'extension sont-elles définies ? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par surface d'extension.
Alors, en zone N, vous aurez les personnes qui ont une maison, donc qui habitent dans une zone, dans une parcelle qui sera classée en zone N, auront droit d'avoir une extension de leur habitation, en fonction, bien sûr, suite après une demande de permis de construire, etc., hein, mais de manière limitée, en fonction d'un pourcentage ou d'une surface limitée. Donc, on ne peut pas, par exemple, pourquoi on limite cela? C'est pour éviter que quelqu'un qui rachèterait une grange, pas une grange, mais un bâti un peu de quelques mètres carrés, disons 10 mètres carrés, dit je vis là et je fais une extension de 180 mètres carrés. Donc, c'est dérogatoire. Donc, oui, sur la capacité que vous puissiez, bien sûr, continuer à vivre sur ces espaces-là, mais la loi veut que ça soit dérogatoire. On n'est pas là pour les conforter. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Garnier. Alors, Monsieur Varin, le son ne passe pas depuis chez moi, semble-t-il. La présentation sera mise en ligne sur le site de la CDC. Pas de souci. Alors, les proportions sont-elles déjà arrêtées? Pour les extensions, oui, vous l'aurez dans le règlement de la... Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous le donner parce que le règlement n'a pas été approuvé officiellement, donc on ne peut pas donner des éléments très complets. Excusez-nous, mais de manière générale, une fois que le document sera approuvé par le conseil communautaire, excusez-moi, je me suis trompé, donc je me répète, une fois que le document sera arrêté par le conseil communautaire, le document sera mis en ligne avant l'enquête publique et donc vous pourrez consulter l'ensemble du document, donc les règles pour toutes les parcelles du document et même si vous vous amusez, on va toutes les communes du territoire. Voilà. De rien, Monsieur Garnier. Et c'est moi qui les discussions. Après, il me les envoie qu'à moi. Est-ce que d'autres questions sont là? Oui, Prévoto, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas là? Il y a certains qui ont élèves sur leur... les élèves sont sages. Vous m'entendez? Non? C'est les élèves. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Prévoto? J'aurais une question. Bon, mais si vous n'avez pas d'autres remarques, j'ai l'impression qu'il n'a pas le son et il ne nous entend pas quand on vous rappellera que la présentation sera disponible sur le site de la communauté de communes dans les prochains jours, le temps de la mettre en place. Autre chose, je le répète, c'est important, c'est que le document sera donc mis à disposition une fois approuvé, arrêté, je vais y arriver, par la communauté de communes, par le conseil communautaire plus exactement. Sur le site internet, il y aura un lien qui permettra de télécharger l'ensemble des pièces et donc vous aurez le zonage de vos communes, de votre parcelle, le règlement qui va avec, le projet aussi, parce que c'est important de regarder le projet, le diagnostic. Tous les éléments du document seront mis à disposition du public et vous permettront d'éventuellement faire vos remarques comme vous avez le droit en enquête publique. Voilà. Personne, mais il y a des personnes qui souhaitent parler, mais ils n'ont pas de connexion de son. Pourquoi? Qui souhaitent parler? Normalement, ils ont le droit. Alors, son, microphone, intervenant. Est-ce qu'on a intérêt à déposer les projets là, moi, je n'ai pas le son. C'est moi qui n'ai pas le son. Okay. C'est nous qui n'avons pas le son de ces personnes-là. D'avoir des stations dans les zones N. Vous pouvez poser vos questions par écrit parce que j'essaie de voir pourquoi nous n'avons pas le son. Si on entend une question, tu écris, tu dis je veux poser une question. Essayez de poser la question pour voir si on vous entend. Peut-être vous pouvez essayer de poser la question. On vous entend. Revenez au début. Ça y est, on a résolu le problème technique. Oui, je pense.
Alors, allez-y, on vous écoute. Ah, là, allez-y. Qui veut parler? Je comprends pas. Vous pouvez, la personne qui voulait poser une question, j'ai vu que Rachida avait évoqué qu'une personne voulait poser une question. Non? Bon. Pour les zones, vous m'entendez là? Oui, allez-y. Et pour les zones naturelles, là, pour les extensions, est-ce qu'on a intérêt à déposer le projet maintenant ou est-ce que c'est important pour les communes l'information qu'elles en tireront ou pas? Voilà, parce que j'ai. Alors, ou alors il faut attendre que le projet soit. Après, il y a plusieurs cas de figure. Est-ce que votre commune est dotée d'un document d'urbanisme ou pas? Sachant que ça répond à la question d'après. Le PLU en vigueur est en vigueur jusqu'à l'approbation du document, jusqu'à ce que le PLUI soit exécutoire. Donc, si vous avez un PLU sur votre commune, c'est les règles du PLU actuel qui s'appliquent. S'il n'y a pas de document d'urbanisme, ben, c'est le RNU. Et éventuellement, en fonction du projet, donc si c'est un projet de très grande importance qui viendrait remettre en cause le projet, les maires ont une capacité d'utiliser un outil qui s'appelle le surseoir à statuer, qui est éventuellement de dire, ben, le temps que le document est approuvé, on n'est pas sûr que ce projet ne remette pas en cause notre projet global, on le fige. Donc, on vous dit, attendez qu'on ait fini le PLUI pour voir ce qu'on dit oui ou non. On ne dit pas oui, on ne dit pas non, on dit c'est pas le moment. Donc, monsieur, pour vous répondre, ben, tout dépend. Pour le moment, c'est le règlement actuel qui fait foi, s'il y en a un. Mais ce projet peut attendre l'approbation du nouveau PLU. Alors, si ce projet peut attendre, si c'est une extension de maison, ben après, ça sera les règles. Vous verrez au moment de l'enquête publique les règles qui seront, si vous êtes en zone N, les règles qui seront applicables. Et donc, si votre projet rentre dans les règles qui seront permises dans les zones N. Si vous avez bien compris, vous êtes en zone N. Vous pensez être en zone N. Nous sommes en zone N. Près du Ciron, on est en zone N. Oui, il y a des chances. Près du Ciron. Il y a des chances. Après, attention, près du Ciron, on a des questions d'inondation aussi. Pas trop. Ça dépend où vous êtes, donc c'est difficile de parler. Sans savoir. Non, mais voilà, parce que sur le Ciron, pour tout vous dire, on a fait le choix aussi de, même s'il n'y a pas un PPR comme surtout sur certaines autres rivières ou fleuves, on a fait le choix de mettre en place des informations qu'on avait d'inondation et de les retranscrire. Donc, il y a des interdictions aussi par rapport à ces inondations sur le risque. Mais bon, ça dépend où vous êtes. D'accord. Ouais. Voilà, à partir de Villandreau et en dessous, comme le disait M. Douin. D'accord. Alors, bonjour, quand le PLU en vigueur est... Alors, le PLU en vigueur, jusqu'à quand le PLU en vigueur est encore valable? Je lui ai répondu, c'est jusqu'à l'approbation du document. Est-ce que votre parcelle va changer de zonage? Peut-être. Tout dépend où vous vous situez. Si vous êtes en zone U du PLU actuel, il y a peu de chances. Si vous êtes dans les marges, peut-être. On ne peut pas vous répondre aujourd'hui parce que ça peut amener une fragilité juridique du document. Vous pourrez le savoir dès que le document sera arrêté par le conseil communautaire et les documents en ligne sur le site. Et en zone N, c'est-à-dire, M. Garnier, vous me mettez, et en zone N. Alors, M. Garnier, vous me demandez, et en zone N. Ah, en zone N, pareil que sur l'agricole, il peut y avoir eu des changements de destination autorisés. Mais il y en a très peu sur le territoire. Donc, il faut que ça ait un caractère remarquable. Je vous ai dit, il y en a une soixantaine sur l'ensemble du territoire. Donc, pour être très clair avec vous, on aurait pu s'amuser à mettre plein. Sauf qu'il y a peu de chances que ça passe au niveau des instances, des commissions agricoles qui sont là et d'espaces naturels qui sont là pour surveiller. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'à un moment, on va vous l'autoriser dans le PLU qu'il finit de se autoriser ça. Même le permis de construire, après, refait l'objet d'un examen par cette commission qui s'appelle, elle a un nom un peu barbare, qui s'appelle la CDPNAF, Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, c'est principalement
les agriculteurs, l'État les instances en charge de la forêt qui sont au siège là et qui veillent à ce que ça soit exceptionnel. Alors, la loi est comme ça. Alors, on peut s'en plaindre. À un moment, la loi, c'était rien. Donc, il y a eu une petite ouverture en matière. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou la faim se fait sentir? Oui. Je crois que les élèves ont faim. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, j'ai une question. Pourquoi, une fois que tout est décidé et organisé, pourquoi il faut attendre jusqu'au mars 2022 pour que les choses soient actées? Alors, parce que ce qu'on a, il y a une fois qu'on a arrêté les choses, ça veut dire que la phase d'étude, donc plus exactement, c'est le travail fait avec les élus de préparation du dossier, et on passe dans une phase réglementaire forte, qui est la phase qu'on appelle entre l'arrêt et l'approbation du document. Alors, excusez-moi pour tous les termes techniques, mais c'est les termes de la loi. Et cette phase, eh bien, elle prend quasiment un an parce que on a 3 mois pour voir les communes, on a 3 mois pour voir les personnes publiques associées, on a 2 mois d'enquête publique. Donc, vous voyez, 3 plus 2, 8, le temps de travailler un peu quand même, parce qu'éventuellement, il faut répondre. On est quand même dans un temps de concertation, donc c'est un temps où on doit répondre aussi, on doit dire pourquoi on prend en compte ou pourquoi on ne prend pas en compte. Puis, il y a aussi les mois d'été où on n'a pas le droit de faire une enquête publique au mois d'août, parce qu'il n'y a personne. Il faut refaire une enquête publique à chaque fois que quelqu'un a demandé une modification? Non, il y aura une enquête publique globale. Donc, l'enquête publique là, qui a lieu en mars 2021, de toute façon, elle aura lieu à nouveau une fois que… Non. L'enquête publique, elle a lieu une fois. Donc, pendant 2 mois, il y aura une enquête publique avec une enquête publique qui est de manière générale. À tout moment d'enquête publique, vous pourrez verser à l'enquête publique par mail, par exemple, ou envoyer un courrier. Et de manière parallèle, il y aura des temps où ça sera affiché dans chaque commune. Sur la commune de Villandreau, le temps, le commissaire enquêteur sera présent et sera là avec le dossier, la capacité de répondre et de vous accompagner. Et lui, son rôle, c'est de nous faire in fine un rapport qui nous dise sur quoi il attend nos réponses. D'accord, donc vous prévoyez que ce soit établi au plus tard cet été et qu'il n'y ait pas d'application avant le premier trimestre 2022. Tout à fait, mais on a à peu près un an entre les deux. J'ai une question de monsieur Garnier qui pose la question: bien qu'il y ait un PLU sur la commune de Noyant, est-il normal que les demandes de permis soient bloquées? Les permis ne sont pas bloqués. Si vous êtes dans un endroit où on peut déposer un permis, et s'il est posé en bonne et due forme, c'est le PLU actuel qui fait foi. En zone N. Alors, permis en zone N, si c'est pour une extension, si c'est pour une construction, c'est compliqué. Alors, c'est difficile, monsieur Garnier, de passer une extension. Tout dépend. Tout dépend du règlement. Tout dépend du règlement. Tout dépend, c'est compliqué de vous répondre comme ça, monsieur Garnier. Dans le futur document, une extension en zone N, si vous respectez le règlement et que vous passez un permis dans un bonne et due forme, vous aurez droit d'avoir une extension. Voilà, en respectant bien sûr les éléments qui seront en lien avec votre secteur de la zone N. Donc, dans le futur PLUI, il sera tout à fait possible. Alors, à part bien sûr si vous demandez une extension qui dépasse l'autorisation du règlement. Voilà. Parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous souhaiter une bonne soirée. Vous remercier, malgré la complexité de ces temps d'échange, d'avoir posé des questions. On a résolu le problème technique un peu tardivement. On remercie, vous remercie votre présence et on mettra le document très rapidement en ligne sur le site à la comité de communes. Et on va vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit. C'est temps. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.